Bonjour. On le refait, non? On peut. Allez, on le refait. Vas-y. Allez, 3, 2, 1. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur Simple, un podcast simple avec des histoires extraordinaires. Je me présente, je m'appelle Dimitri et dans la vraie vie, je suis éducateur spécialisé. Ce qui est intéressant à savoir aussi, enfin c'est intéressant, je ne sais pas, ça dépend de qui écoute, c'est que ça fait aussi à peu près une quinzaine d'années que je pratique des arts martiaux. Mais ça c'est pas très important, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour rencontrer Manon. Salut Manon. Salut. Alors j'ai parlé de sport, que je faisais du sport, toi t'es là aussi pour parler de sport. Avant de nous présenter toute ton histoire, est-ce que t'as déjà pris la parole sur une radio ? Alors non, jamais de la vie, c'est une première. Merci pour cette invitation. Avec grand plaisir. Ni à la radio, ni à la télé ? Non. Donc c'est vraiment la première fois que tu te prêtes un petit peu à ce jeu de t'enregistrer. Tout à fait. J'ai déjà fait des reels sur Instagram, ce genre de choses pour le club, mais on y reviendra peut-être. Mais jamais de prise de parole aussi longue pour un podcast, ou bien pour la radio ou autre. Est-ce que t'es stressé du coup ? Un petit peu, on va pas se mentir. C'est normal. C'est normal, il faut savoir qu'avant chaque épisode, moi aussi je suis toujours un petit peu stressé. Et puis après, une fois qu'on est dans la discussion, dans le jeu, tout de suite ça passe. Mhm. Du coup, tu nous as parlé que tu avais fait des réels ou des reels pour le club. Moi, j'ai commencé en disant que je faisais du sport. Et du coup, maintenant, pourquoi tu es là ici ? Qu'est-ce que tu vas nous raconter ? Eh bien, je viens vous raconter mon histoire, à savoir comment je suis passée de sportive amatrice à aujourd'hui sportive en milieu semi-professionnel. 2 questions. Déjà, c'est quel sport ? Et qu'est-ce que c'est que le milieu semi-professionnel ? Ok, alors aujourd'hui, je pratique le volleyball et je l'ai toujours pratiqué depuis ma plus tendre enfance. J'ai commencé en CM2 et me voici à mes 28 ans aujourd'hui toujours à pratiquer. Et le milieu semi-professionnel, aujourd'hui, je joue dans la division élite. Chez les filles, c'est la 2e division au niveau national. Donc on a la Liga qui regroupe toutes les équipes pro et les joueuses professionnelles. Et ensuite, on a l'élite où ça regroupe des joueuses qui vont avoir comme métier le volleyball, mais pas uniquement, qui vont avoir un métier à côté ou qui vont avoir des études en même temps. Donc on est sur un niveau un peu transitoire entre le niveau amateur, dans lequel on va pas être payé, on va jouer en tant que loisir, et on va s'investir peut-être moins en termes de temps et d'engagement, et à un niveau professionnel qui est au-dessus, où là, vraiment, on peut vivre de ce sport et où on a un engagement plus. Donc, il faut savoir gérer un petit peu cette transition, quoi. Ce milieu de transition, est-ce que ça va dans les 2 côtés ? C'est-à-dire que c'est des amateurs, des amatrices plutôt, qui montent avec la volonté d'aller en pro ? Est-ce que ça fonctionne aussi à l'inverse, donc des pros qui descendent en semi-pro ? Tout à fait, ça fonctionne dans les 2 sens. Aujourd'hui, par exemple, dans mon équipe, on va avoir des joueuses qui sont assez jeunes et qui lancent à peine leur carrière pour pouvoir ensuite monter et aller au plus haut possible. Elles ont l'ambition, en tout cas, de pouvoir jouer en pro derrière. Et il y a également des personnes qui ont plus d'expérience, mais qui sont plus sur une fin de carrière et sur une reconversion possible derrière, mais qui veulent garder aujourd'hui un niveau qui est intéressant et dans lequel elles peuvent apporter énormément parce que, justement, elles ont l'expérience que ces jeunes n'ont pas. C'est vrai que le milieu semi-pro, c'est un milieu qui est assez peu connu parce que tout le monde fait du sport en amateur. À partir du moment où vous faites du sport sans être payé, c'est considéré comme du sport amateur. Et sinon, on voit tout de suite à la télé, je pense j'allais dire Eurosport, alors que je n'aime pas Eurosport, mais sur l'équipe 21 ou toutes les autres chaînes, du pro. Mais c'est vrai que ce monde semi-pro, il est assez peu connu. Oui, c'est vrai. Mais du coup, tu viens de dire que tu as commencé le volleyball, c'était en CM2. En CM2, on a 9-10 ans à peu près. Mm-hmm. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé le volley ? Comment tu es tombé dans le monde du volley ? Est-ce que c'est par hasard ? Est-ce que c'est de la famille, des amis ? Alors, j'ai commencé le volley en suivant mon frère. À la base, j'ai fait de la danse et de la gym et je me suis aperçue que ça me correspondait pas trop. Mon frère s'est lancé dans le volley et comme bonne petite sœur admiratrice, je me suis dit « Ah, mais c'est génial, je vais le faire aussi ». Donc, me voici lancée dans le volley suite à mon frère. Ok. Et c'est quoi ton parcours ? Parce que du coup, tu as commencé en CM2. Là, aujourd'hui, tu es semi-pro. Je sais qu'il y a des écoles spécialisées. Est-ce que tu es allé en école spécialisée, ce qu'on appelle le CREPS, CREPES, Centre Régional d'Éducation Physique et Sportive ? Est-ce que tu es passé par un CREPS pour être semi-pro et devenir pro ? Est-ce que pas du tout, c'est un peu le hasard des choses ? C'est quoi tout ton parcours un petit peu pour en arriver là aujourd'hui ?
Alors non, je ne suis pas passée par le Creps, mais moi de mon côté, je suis passée par d'abord un club amateur où j'ai commencé du coup en tant que poussine à l'époque. Aujourd'hui, on parle plus de poussine Benjamin, minime, cadet, on parle de M13, M15, M17, etc. Mais donc j'ai commencé en tant que poussine à l'époque et j'avais un niveau déjà qui intéressait, donc j'ai été surclassée en Benjamin et toute ma jeunesse, j'ai été plutôt surclassée. J'ai joué en senior assez rapidement également. Je devais avoir, je sais pas, 14, 15 ans. Donc ça m'a permis aussi d'évoluer plus vite. Mais ensuite, j'ai eu l'opportunité du coup de participer à tout ce qui était interdistrict, les compétitions un peu jeunes pour les jeunes, mais au niveau national ou régional. Et j'ai participé aux Voléiades. C'est quoi les volleyades? Les Voléiades, c'est une compétition, on est sur une compétition nationale où on retrouve, suite à des sélections dans chaque région des meilleurs joueurs de chaque région d'un certain âge, euh, des équipes qui vont se rencontrer et qui vont se réunir. Mon époque, à moi, c'était à Saint-Brieuc, par exemple. On s'est retrouvés, l'équipe Hauts-de-France contre l'équipe de Bretagne, contre l'équipe d'Occitanie, contre l'Alsace, Lorraine, etc. Et à la fin de cette compétition qui dure 4 jours pendant les vacances d'avril à l'époque, on a un classement de la meilleure région, quoi. Donc c'est là aussi on se fait un peu repérer, etc. Suite au Véléade, moi, on m'a proposé de rejoindre le Creps, mais à cette époque, j'ai refusé parce que j'étais très timide et j'ai eu très peur. Sortir de ma zone de confort, c'était pas possible. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai regretté plus tard, mais sur le moment, j'étais pas assez mature j'étais pas prête, donc c'est tout. Et puis juste, j'ai continué dans mon club, j'ai continué d'évoluer et voilà. Après, j'ai pas eu l'opportunité d'aller plus haut à ce moment-là. Ça s'est présenté uniquement cette année, enfin l'année dernière, lorsque mon coach m'a proposé de l'accompagner en élite. Voilà. Du coup, là, ton coach t'a proposé d'aller en élite parce que lui, il entraînait en même temps dans un autre club ou lui, pareil, il a pu évoluer et entraîner dans un autre club. Alors lui, il a eu un parcours où il était statisticien. Il a été statisticien de l'équipe de France féminine de volley, notamment pendant les JO à Paris. Et il a été entraîneur second à cette époque, l'année dernière notamment, à Marc-en-Barœul pour l'équipe pro. Sauf qu'il a l'ambition de devenir entraîneur principal et à bon niveau également. Et donc du coup, il a eu l'opportunité qui s'est présentée pour lui au niveau semi-pro, en élite, qu'il a saisi. Et lors de son recrutement et du mercato, en fait, il a pensé à moi. Voilà. Et du coup, il a dit, bah écoute Manon, moi j'ai une possibilité de monter, j'aimerais bien que tu viennes dans mon équipe. Tout à fait. Et qu'est-ce qui a fait que tu as accepté cette offre? Parce que toi, c'est-à-dire qu'on t'a proposé le Creps, tu n'as pas accepté parce que tu étais un peu timide, c'était pas encore ton projet. Ensuite, tu as joué en tant qu'amatrice, tu faisais des études, etc., etc. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah, en route, je laisse ce que je fais pour finalement rentrer en semi-pro? Qu'est-ce qui a joué dans la balance à ce moment-là? C'est, je pense aussi, le refus que j'avais fait du Creps qui m'a trotté. Et je me suis dit, en fait, j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Et à cette époque, j'en ai pas profité, j'ai pas tiré profit de ça. Il y a une opportunité qui s'était présentée. Et au final, j'ai 28 ans aujourd'hui et j'ai pas pu aller plus loin. Là, j'ai une opportunité qui se présente à un âge auquel on ne penserait pas forcément. En tout cas, dans le milieu du volley, 28 ans, c'est tard, c'est tardif pour arriver à un niveau semi-pro, professionnel ou quoi que ce soit. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, j'ai qu'une vie. Si je veux le vivre, c'est maintenant. J'aurai potentiellement plus jamais la possibilité d'avoir ce genre d'offre. En sachant que cette année-là, déjà, c'est quelque chose que j'aurais même pas imaginé parce que je jouais en National 3. Entre l'élite et la National 3, il y a encore un niveau qui est la National 2. Donc, à aucun moment, des entraîneurs d'équipe d'élite s'intéressent à la National 3 en termes de mercato pour leur effectif l'année suivante. Là, c'est vraiment parce qu'il m'a suivi toute l'année et il a vu ce dont j'étais capable
et ce que j'ai pu produire à ce moment-là. Et il s'est dit, j'ai peut-être une pièce à miser sur cette personne, on verra ce qu'elle est capable de faire, et voilà quoi. Et du coup, il t'a proposé, t'as directement dit oui ou t'as eu un temps où tu t'es dit oh, mon Dieu, il me propose, c'est à moi qu'on propose, mais non, j'ai pas le niveau. Est-ce que t'as eu tout un moment de réflexion, de remise en question, ou au contraire, t'as répondu oui direct? Ah non, il y a eu tout un cheminement. J'ai eu très peur au début, je me suis dit, j'ai eu un coup de stress. Je joue en National 3, on me demande d'aller en élite, j'ai jamais joué à ce niveau-là. En plus, l'année dernière, j'étais à un autre poste, donc j'étais pointue, et là, on me demande de redevenir centrale, un poste que je connais puisque j'y jouais avant, mais à un niveau qui est 2 fois supérieur à celui auquel je joue actuellement, en sachant que ça fait 1 an que j'ai pas touché à ce poste. Il y avait beaucoup de craintes, mais après, vraiment, je me suis dit, c'est une chance. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui rêvent de ce genre de choses. Donc, il faut que je tente. Il faut que je tente parce que des opportunités, il n'y en a pas tous les jours. Et let's go, on n'a qu'une vie. Donc, tu as vraiment eu un coup de chance, entre guillemets, mais avec quand même beaucoup de questionnements. Aujourd'hui, à quoi ça ressemble ton quotidien? Parce que tu passes de... Avant, tu étais étudiante, je pense, étudiante, ou du moins tu travaillais, tu t'entraînais 1 à 2 fois par semaine de manière amatrice. Aujourd'hui, tu es semi-pro. C'est quoi le quotidien d'une volleyeuse semi-professionnelle? Alors, le quotidien aujourd'hui, mon quotidien aujourd'hui, ça va être des entraînements tous les jours, avec de la muscu 2 fois par semaine, plus les matchs le week-end. Donc on est sur un rythme qui a plus que doublé par rapport à l'année dernière. Effectivement, l'année dernière, j'avais 2 entraînements semaine et le match le week-end, en sachant qu'il y a des week-ends off. Cette année, on est vraiment sur entraînement de 2 heures quasiment tous les jours, parfois 1h30. On essaie d'adapter un petit peu la charge aussi parce que en termes de saut, en termes de frappe, c'est des gestes très répétitifs et il faut éviter les blessures aussi. Mais voilà, si tu veux que je te donne une semaine type? Carrément. Ok. Alors, on va commencer du lundi. Le lundi, on va avoir une première vidéo de préparation, soit alors de retour de match, en fonction du match du week-end précédent, sur ce qu'on a fait, les statistiques, voir un petit peu les systèmes, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui était bien. Et ensuite, on va enchaîner par l'entraînement de 2 heures. Le lendemain matin, on a la muscu avec un préparateur physique qui est là et qui nous fait nos séances et qui nous les change régulièrement également. On va travailler plein de choses en force, en vitesse, en statodynamique, voilà. Et l'après-midi, entraînement de nouveau avec cette fois-ci aussi une vidéo pour préparer cette fois-ci le match du week-end qui arrive. Donc là, on va pouvoir à l'entraînement ensuite mettre en place tous les systèmes qu'on aura vus et on se sera dit il faut s'adapter à cette joueuse parce qu'elle fera plutôt comme ça ou comme ci, etc. Les zones à viser au service, ce genre de choses. Mercredi matin, entraînement. Ensuite, on est en off. Jeudi matin, muscu. Jeudi après-midi, vidéo, puis entraînement. Vendredi, entraînement. Et puis le samedi, on a décrassage le matin qui est optionnel. Si jamais on veut se dégourdir les jambes, etc., avant le match et le soir, match. C'est génial de dire un décrassage en sachant que tous les jours vous entraînez. Je vois pas où vous pouvez avoir de la crasse entre temps, mais pourquoi pas. Pour moi, le décrassage, c'est genre après les vacances de juillet-août, aller un petit décrassage pendant une petite semaine, 2 semaines, et on est reparti, quoi. Là, le décrassage, c'est plus histoire de mobiliser un peu toutes les parties du corps, de réveiller un peu le corps, etc. On va faire des gestes dont on a l'habitude, on va servir, on va prendre nos marques aussi sur le terrain. Ce qui va être utile, notamment le décrassage va être beaucoup plus utile pour tout ce qui est déplacement, grand déplacement. Quand on part à Quimper, quand on part à Toulouse, on a la route dans les jambes du vendredi par exemple, c'est important d'avoir ce décrassage le samedi matin et de se dire ok, après avoir fait toutes ces heures de route, notre organisme il se remet en place, le système nerveux il se réactive et c'est parti, on pourra être en forme du soir, quoi. Ouais, donc c'est vraiment intéressant, mais surtout lors des déplacements en fait. Oui. Est-ce que t'as pas peur avec toute cette charge d'entraînement de te lasser à un moment du volley, d'en avoir marre de dire oh non, la flemme de toucher un ballon? Alors non. En tout cas, pour avoir vécu cette année comme telle, j'ai pas du tout eu peur de ça. À aucun moment j'ai traîné des pieds pour aller à l'entraînement.
Mais après, c'est aussi parce que je pense avoir mis ma vie pro à côté un peu en pause, ce qui fait que j'ai pas la fatigue du travail en plus, j'ai pas la fatigue du quotidien. Là, je me suis vraiment focus à fond sur le volley, ce qui fait que ben, j'allais à l'entraînement. Ma semaine, elle était claire dans ma tête. Je savais pourquoi je le faisais. J'ai apprécié chaque entraînement. J'ai apprécié me voir grandir à l'entraînement. Il y a forcément des entraînements plus frustrants que d'autres quand on a moins de réussite, ce genre de choses. Mais le lendemain, on y retourne et on y va. On se donne et on progresse. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et franchement, je me suis pas lassée une seule fois cette année, malgré le fait qu'il y ait eu beaucoup de répétitions et que c'était tous les jours. Et quand on vit dans un groupe sain aussi, c'est beaucoup plus simple, je pense. C'est vraiment un tout, comme tu viens de dire, là c'est intéressant, tu as vraiment le groupe qui fait aussi que tu prends plaisir. Oui. Une équipe de volley, c'est combien de personnes? Alors, sur la feuille de match, nous, on peut être jusqu'à 14. Ça, c'est nouveau. À la base, on peut être que jusqu'à 12. Mais en élite, en tout cas, on a le droit d'avoir deux joueuses en plus. Nous, c'est des petites jeunes de 16 et 17 ans qui viennent pour leur formation. Donc, c'est hyper intéressant aussi. Et du coup, voilà, aujourd'hui, nous, on a une feuille de match à 14. Mais le groupe en lui-même, vraiment, c'est 12 personnes qui sont constamment à l'entraînement. Après, il y a des adaptations parce qu'encore une fois, c'est semi-pro. Il y a des personnes qui ont cours, il y a des personnes qui travaillent. Et il faut s'adapter vis-à-vis de ça aussi. Aujourd'hui, on a la chance, par exemple, d'avoir celles qui travaillent à côté, qui ont un travail à leur compte. Et donc, elles peuvent s'arranger à peu près au niveau des horaires. Mais je pense que d'avoir un travail de bureau, c'est très, très complexe. Là, tu viens de dire un truc intéressant, c'est-à-dire qu'il y a certaines d'entre vous qui travaillent, qui font des études. Toi, tu disais tout à l'heure que justement, tu as pu mettre en pause ta vie pro. Du coup, c'était la question, c'est est-ce que toi, ça va comment dire? Est-ce que toi, ça fonctionne d'avoir mis ta vie pro à côté et est-ce que, mine de rien, tu réussis à avoir du temps libre pour étudier, pour faire des petits boulots ou tu n'as vraiment pas le temps? Alors, j'ai commencé cette année en me disant que je ferais un petit travail à côté, quand même, parce que je savais que financièrement, il le faudrait si je voulais que ce soit viable. Mais j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Donc, j'ai fait 100. Parce que effectivement, c'est pas forcément évident non plus quand on veut s'engager entièrement dans le projet volleyballistique de se dire que si on veut un travail, il faut qu'il s'adapte à ses horaires. Et aujourd'hui, avoir la muscu de 9h à 11h, mardi, jeudi, et entraînement de 17h30 à 19h30, plus la vidéo avant à 16h, un emploi même, j'allais dire, alimentaire de vendeur ou ce genre de choses, c'est compliqué à trouver parce que les managers, ils n'ont pas envie de s'embêter avec les horaires et se dire que tel jour elle n'est pas là à telle heure, tel jour elle n'est pas là à telle heure, il faut compenser, il faut quelqu'un d'autre. Donc, je me suis adaptée cette année, j'ai fait 100. Je pense que c'est assez complexe, mais que il y en a qui y arrivent, hein. Notamment là, on a aussi des jeunes qui sont en cours et qui ont des cours obligatoires. Parfois, elles loupent les entraînements. Donc, des fois, c'est les entraînements qui sont loupés. Des fois, c'est dans l'autre sens, elles vont pas en cours et du coup, elles doivent rattraper. C'est toute une organisation, une logistique à avoir. Après, on est dans un sport collectif. Et un sport collectif, ça veut dire qu'on s'entraîne, on est à 12. Il nous faut 12 joueuses. Donc, il faut s'adapter aussi au niveau de l'équipe quand il y a des absentes et voir pour éventuellement avoir des sparring partners ou justement, tu vois, quand je te disais les deux petites jeunes qui viennent s'entraîner avec nous et jouer avec nous en feuille de match, c'est bien de pouvoir les avoir aussi à ce moment-là pour combler les absences et pour pouvoir faire du collectif et travailler les systèmes, même si toutes les personnes qui sont concernées normalement ne peuvent pas être présentes. Effectivement, toi, tu as pu mettre ta vie pro en pause, mais c'est vrai que du coup, c'est pas le cas de tout le monde. Mais du coup, c'est vraiment intéressant que tu... Comment dire? Ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu mets vraiment en avant qu'en fait, que ce soit du semi-pro ou du pro, ça prend tout ton temps, quoi. T'as vraiment pas le temps à côté de faire autre chose. Ah oui, vraiment, c'est très, très énergivore. Ça demande un vrai engagement. On s'engage et on se dit que en fait, c'est du semi-pro, mais avec l'exigence d'être pro, en fait. Là, on joue et puis on n'est pas... Encore une fois, c'est un sport collectif. On n'est pas toute seule. On peut pas se permettre de se dire aujourd'hui, j'y vais pas. C'est vraiment...
Si on veut pouvoir travailler et faire travailler les autres, il faut que chacun y mette du sien et on s'est engagé en le sachant. Après, ça a été dur pour certaines, hein, on va pas se mentir. Aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui sont épuisés parce que le rythme est très soutenu. Que, bah, pour mon cas, par exemple, c'est plus simple parce que je sais que je peux récupérer. J'ai vraiment du temps de récup où je peux aller au kiné régulièrement, je peux faire mes siestes parce que c'est nécessaire, le temps de sommeil. Mais que elles qui travaillent, elles enchaînent et ça grappille un peu aussi de leur santé, de leur sommeil, quoi. Toi, ça serait un projet ou une envie de pouvoir passer en pro? Bah, soyons fous. Mais je sais que bon, à mon âge, c'est pas. En soi, ce serait un rêve, mais je pense pas aujourd'hui que ce soit réalisable parce que j'ai un certain âge, qui fait que on va privilégier aujourd'hui des jeunes qui sortent de centres de formation, qui ont encore une longue carrière devant elles et qui peuvent progresser beaucoup plus vite. Je suis plus sur un âge normalement de fin de carrière de joueuse que sur un âge de début de carrière. Donc c'est marrant, c'est vraiment pour ça que je te disais, c'était une opportunité de dingue et que si je la prenais pas, j'aurais jamais eu d'autre chance, je pense, aujourd'hui, de le faire. Mais du coup, c'est-à-dire que pour vivre, t'es quand même payé? T'es payé en tant que joueuse semi-pro? Oui, je suis payée en tant que joueuse semi-pro, j'ai un contrat de travail. Est-ce que tu réussis à vivre avec ça? Moi, aujourd'hui, non, je n'arrive pas à vivre avec ça, mais je vis avec les économies que j'ai fait au préalable. C'est pour ça que j'ai pu mettre ma vie pro à côté en pause, parce que j'avais déjà travaillé avant et j'avais déjà mis de côté avant. Mais certaines joueuses peuvent très bien en vivre. On va avoir les avantages qui sont compris dans le contrat, qui peuvent aller des avantages de la prise en charge, par exemple, de l'appartement, plus le salaire, ou les transports. Ça va dépendre du niveau de chacune, de l'expérience de chacune, et des agents de chacune, en fonction des négociations. Voilà. T'as un agent, toi? Je n'ai pas d'agent. Moi, je peux être ton agent. Ah ouais? Tu négocies pour Je moi? vais tout négocier. Ok. Ça me va. Je veux bien une petite voiture et un bel appart. Ah bah écoute, je vais tout négocier. Je vais tout négocier pour toi. Ok. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu amènes parce qu'en fait, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait fantasmer, ce qu'on pourrait imaginer, en fait, être pro ou être semi-pro, finalement, c'est pas le luxe, c'est pas le champagne partout, c'est aussi parfois galérer un peu financièrement et ne pas ou avoir du mal à travailler, à avoir des études en même temps. Oui, tout à fait. C'est pas la vie de rêve, c'est un combat, c'est un vrai engagement. C'est pas simple tous les jours. Il faut garder la tête froide et il faut savoir pourquoi on fait ça et s'y tenir et pas lâcher le morceau. Moi, dans tout ce que tu racontes, il y a une chose qui m'interpelle un petit peu. Tu disais tout à l'heure que tu passais de 2 entraînements par semaine, là, à entraînement, en fait, quasiment quotidiennement. Comment va ton corps? Est-ce que ton corps, il s'est adapté ou pas? Est-ce que tu es blessé? Je sais pas. Est-ce que tu as des suivis de santé, des suivis médicaux? Parce que ça fait un petit peu comme si tu roulais en 4L à 50 et soudainement, on demande à 4L de faire du 130. C'est un peu compliqué. Effectivement, c'est pas simple tous les jours, mais je pense que mon corps aujourd'hui, il s'est adapté comme il le pouvait. Je peux pas, j'ai pas de gros bobos, j'ai pas de grosses blessures qui m'empêchent de jouer aujourd'hui, mais voilà, ça implique une charge beaucoup plus lourde que celle que j'avais auparavant, et donc oui, j'ai mes petits bobos, tendinopathie au niveau de l'épaule, tendinopathie au niveau du pied, j'ai un ligament et un tendon qui sont abîmés aussi au niveau du poignet. Donc, on essaie de prendre tout ça, de prendre soin de tout ça au maximum. Et on a une équipe du coup de kinés qui nous suit, les kinés du club, qui mettent en place, en collaboration aussi avec le préparateur physique, des exercices et des protocoles pour qu'on puisse récupérer au maximum. On a on va se dire que quand on arrive à l'entraînement, en fait, on n'arrive pas à l'heure de l'entraînement. Moi, personnellement, j'arrive 30 minutes avant pour faire tous mes protocoles, tous mes exercices avec élastique, poids, avec de la récupération, avec du rouleau, etc. pour pouvoir supporter la charge d'entraînement au final et l'intensité qu'on doit mettre. Donc, on est suivi et on est bien encadré pour pouvoir continuer de jouer malgré les bobos et puis se donner au maximum. Donc c'est une charge. Mon corps, il n'y était pas forcément
près, mais je trouve qu'il a bien fait son taf malgré tout. Là, tu parles de protocole, pour être très terre à terre. En quoi ça consiste ton protocole? Quand tu viens de dire que tu arrives 30 minutes en avance, qu'est-ce que tu fais durant ces 30 minutes? Ok, alors j'arrive, je me change, et là, Déjà, c'est quoi la tenue? la tenue, oui, alors on a eu, effectivement, ça on l'a pas abordé non plus, mais on a eu une dot en arrivant au club avec du coup tous les accessoires floqués du club, notre numéro. Ça c'était aussi impressionnant. Première fois qu'on reçoit une dot avec un sac à dos, avec le survêt, le polo, les t-shirts d'entraînement, les shorts d'entraînement, maillot de match, short de match, chaussettes. Genouillère. Donc, une fois qu'on a les équipements, c'est les équipements qu'on doit porter tous les entraînements. C'est pas on vient et on s'habille comme on veut. On est à un niveau semi-pro. Il faut montrer qu'on est une équipe, qu'on est ensemble. Et donc, on vient habillé de la même façon. On se prépare. On est dans la même tenue, c'est corporate. On représente notre club et on le représente aussi à l'extérieur. Donc, quand on est en déplacement sur vêtements du club, il faut qu'on montre d'où on vient, où on va, ce qu'on fait. Et il faut qu'on se comporte bien, du coup, une fois qu'on a l'équipement sur nous, parce qu'on représente aussi le club à l'extérieur. Donc, voilà. T'as eu combien de jeux? Parce que les t-shirts, les shorts, c'est chouette, sauf que en fait, dès que tu mets une fois, les 2 fois grand maximum, tu transpires dedans. Est-ce que tu as eu un seul jeu de tout le matos ou tu as plusieurs jeux pour pouvoir refaire les lessives entre-temps? Alors, on a plusieurs jeux. Nous, on a eu, par exemple, je vais dire exactement ce qu'on a eu, mais on a eu 2 t-shirts rouges d'entraînement, 2 t-shirts noirs d'entraînement, puisque nos couleurs, c'est noir et rouge. On a eu 2 shorts courts, un short long, un corsaire, donc plus long. Et à partir de là, on match avec les filles, on s'est donné un programme, on s'est dit lundi, c'est rouge avec tel short. Mardi, c'est rouge avec tel short. Mercredi, c'est noir avec le bas corsaire. Et ainsi de suite. Et comme ça, on sait qu'on est corporate tout le long de la semaine et quand on fait nos décrassages, etc. Mais du coup, on parlait d'autre chose, non? Oui, je sais plus ce dont je te parlais. J'ai oublié ma question, c'était intéressant. C'était ton protocole, ah oui. Oui. C'était... Oh, la gentille. Ça, je vais le laisser parce que c'est marrant. La question, c'était du coup, c'est quoi ton protocole? T'as dit, d'abord j'arrive, je me change. Et c'est moi qui t'ai dit, déjà, c'est quoi ton équipement? Oui, effectivement. Donc maintenant, c'est ton équipement. Donc t'es en équipement et qu'est-ce que tu fais ensuite? Donc, mon protocole, première chose, si jamais j'ai des bobos, je me strappe. Donc, tout ce qui est poignet, je strappe mon poignet, je sais comment faire maintenant, les kinés m'ont montré. Ou alors, ils le font avant avec moi. Cheville, même chose, ou alors chevillère, etc. Et ensuite, c'est parti pour les exos. Donc là, on a des exercices de mobilité, on a des exercices de renforcement, on a des exercices d'amplitude. Ça va être en fonction des bobos de chacune, on va avoir des protocoles différents, en fonction de la saison aussi. Mais typiquement, j'ai pu à un moment avoir mal au dos, j'avais des exercices pour soulager les douleurs de dos et échauffer au maximum parce qu'on est pas mal sollicité. Là aujourd'hui, moi le protocole qui me prend le plus de temps c'est l'épaule parce qu'il me faut beaucoup de temps pour la chauffer et pouvoir jouer avec le moins de douleur possible. Donc ça va être des exercices avec l'élastique, un nombre de répétitions, 20 fois, hop, on change d'exercice. Ensuite c'est de l'iso pendant 45 secondes, puis une pause. On repart sur un autre exercice avec un autre élastique, avec plus ou moins de tension en fonction de ce que je travaille. Et puis voilà. Et c'est ça du coup avant chaque entraînement, chaque match? Oui. Tous les jours? Je peux pas faire l'impasse. Vraiment, c'est impossible de faire l'impasse aujourd'hui parce que si je fais l'impasse, je sais que mon corps me le rendra mal. On est vraiment à un niveau d'exigence que je lui inflige qui est tel que si je ne le chauffe pas correctement, après, la douleur, elle est là et elle ne me lâche pas pendant le reste de la semaine. Donc, c'est avant chaque entraînement, avant chaque muscu, il y a ces exercices de protocole. Si jamais ça va pas, je le fais en plus en bonus parfois dans la journée s'il le faut. Et à côté de ça, ensuite, il y a tout ce qui est récupération. Et là, c'est propre à chacun, mais ça va être
on va dire que c'est luxueux, mais moi, quand ça va pas, je vais au spa. J'essaie de détendre les muscles. Il y a les bains froids. On a de la cryothérapie qui est mise en place par le club, qui nous paye aujourd'hui la cryothérapie. Donc, une fois par semaine, on va dans une chambre froide à moins 110 degrés pendant 3 minutes. Un vrai plaisir. Mais on sait que c'est nécessaire, que ça fait du bien. Il va y avoir les automassages avec rouleau, avec des balles en liège. On va avoir les bottes de compression également. Donc on essaie au maximum de rendre à notre corps de l'énergie, de la force, de l'écouter. Parce qu'en fait aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps, c'est notre outil de travail. Donc on est à un stade où on ne peut pas se dire « Oh, j'ai un petit bobo, je ne l'écoute pas ». Il faut l'écouter parce que le petit bobo, il peut devenir un gros bobo puisque au final, on s'entraîne dessus tous les jours. Donc là, il faut vraiment être honnête avec soi-même et se dire « Ok, ça, c'est pas grave, mais je reste vigilant ». Et ça, c'est un peu plus grave, ça commence à durer. Il faut vraiment que je le prenne en compte. Il faut que je sois rigoureux sur et ma récupération et ma préparation. C'est vrai que du coup, par rapport à ce que nous disais tout à l'heure, où tu commençais avec... ou en tant qu'amatrice, tu étais sur deux entraînements par semaine. Là, en fait, ta semaine, elle est complètement rythmée. Tu arrives à l'entraînement à cette heure-là, tu as ta muscu, du coup, tu as les moments vidéo, tu as les matchs. Et en fait, limite, tu n'as pas de temps pour toi, quoi. Alors, Très peu. oui, je vais quand même avoir du temps pour moi, mais ça va être du temps, honnêtement, que je consacre encore une fois à ça. C'est-à-dire que c'est du temps où je me dis, là, je suis KO, je vais faire mes séances de kiné. Là, je suis KO, je vais aller faire ma sieste. Bon, il faut quand même faire les courses, hein, il y a la vie à côté, mais on y pense constamment, même au quotidien. C'est se dire que on va pas manger n'importe quoi. On va essayer de donner suffisamment de calories à notre corps pour qu'il puisse aussi donner suffisamment d'énergie dans la journée. Parce que ça, c'est pareil, on n'a pas de nutritionniste aujourd'hui, mais il y a des clubs qui en ont pour pouvoir accompagner au mieux les athlètes et qui puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et de meilleures performances, parce que c'est aussi un lien. Il faut savoir bien se nourrir, autant en termes d'équilibre de nutrition que en termes d'apport, en fait. Parce que je pense honnêtement qu'il y en a certaines d'entre nous qui aujourd'hui n'ont pas assez d'apport par rapport à l'effort physique qu'on fournit. En fait, c'est ça, c'est comme tu viens de dire, ton corps, c'est vraiment ton outil de travail. Et en fait, c'est là que tu te rends compte à quel point ton corps il est complet, que c'est pas que dodo et sport, quoi. Il y a vraiment la nutrition, la kiné, enfin, même la cryothérapie, ce que je n'ai jamais essayé. En même temps, je n'ai jamais été sportif professionnel, c'est normal. Il y a vraiment un tout, en tout cas. Oui, il y a un tout. Il y a un tout, et tout ça dans le but d'éviter les bobos et de se soigner au maximum. Qu'est-ce qui pourrait se passer si tu avais un bobo, comme tu dis? Genre un bobo qui dure longtemps. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver? Est-ce qu'on pourrait t'exclure du club ou je sais pas? Aujourd'hui, on a par exemple le cas d'une joueuse qui joue à mon poste, qui est blessée. On peut pas te virer du club parce que tu es blessé. Tu t'es blessé sous contrat de travail. C'est un contrat. C'est un accident de travail, ça s'est produit au travail. Donc tu es en arrêt maladie, en fait. C'est juste ça. C'est aujourd'hui, tu as la protection quand même de te dire que tu t'es blessé ici en faisant l'exercice de ton travail, donc tu dois être couvert, en fait. Voilà. Ouais, donc t'as pas le risque d'être viré, ça c'est peut-être une bonne chose. Mais est-ce que tu as un risque du coup sur le fait que quand tu rentres, tu joues un petit peu moins? Parce que du coup, la numéro 2 ou la numéro 3, elle a monté en niveau. Ah bah ça, c'est clairement un risque. Ça, c'est une certitude, parce que déjà, il faut que toi, tu retrouves ton niveau. En ayant eu ta blessure, tu as été diminué, mais tu reprends pas forcément tout de suite au top de ta forme. Et en plus de ça, si la personne qui a eu l'opportunité de rentrer à ce moment-là a fait son travail et en plus continue de le faire au moment où toi tu reviens, à ce moment-là, c'est la compétition aussi, hein. C'est le jeu, il faut se battre, on est ensemble, mais en même temps, on est partenaires et compétiteurs. On est sur le même poste, il faut montrer qu'on le veut. C'est justement, t'anticipes une question que j'avais posée juste après, c'est trop bien, c'est est-ce que... Alors, tu as pu dire que du coup, ça restait un sport d'équipe, que vous vous entendez bien, que vous entendez bien, que vous êtes corporate, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des tensions parfois? Parce que toi, tu as été prise pour être centrale numéro 3, mais du coup, il y a une centrale numéro 2, une centrale numéro 1.
entre centrales, entre pointues, entre passeuses. Est-ce qu'il n'y a pas de la tension entre la joueuse principale et les deux autres derrière? Aujourd'hui, dans notre groupe, en tout cas, non. Après, c'est pas impossible que ça se produise dans n'importe quel groupe. Et puis, dans tous les cas, dans chaque groupe, il y a plus ou moins d'affinité avec certaines personnes, que ce soit sur le même poste ou pas sur le même poste, hein. On peut très bien s'entendre correctement avec des personnes comme avec d'autres, sentir qu'il y a moins le feeling. Mais ça reste un travail. La conscience professionnelle, elle est là aussi. Au travail, c'est la même chose. On a des collègues qu'on n'apprécie pas forcément, il faut travailler avec. C'est comme ça. Une fois qu'on est sur le terrain, je pense qu'on arrive tous à faire la part des choses et se dire que ce qui est à côté est à côté. Et sur le terrain, on se bat ensemble. On est du même côté du filet. Donc là, il n'y a pas le choix. Il faut qu'on se soutienne et qu'on se porte. Voilà. En tout cas, c'est chouette. C'est-à-dire que ça peut arriver. En tout cas, toi, t'es pas concerné par ça, en tout cas. Non, moi, je m'entends bien avec tout le monde. Est-ce que toi, après donc, tant d'années, tu disais que tu as commencé en CM2, tu as joué beaucoup de temps en tant qu'amatrice, là, tu es passé en semi-pro. Est-ce qu'avant un match, tu es toujours stressé? Est-ce que tu as du stress ou au contraire, maintenant, c'est un peu de la banalité et juste un jour avec match, un jour sans match, ça change pas grand-chose? Ça dépend. Ça dépend de tellement de choses, j'ai l'impression. Ça, c'est les circonstances qui sont autour. Ça dépend du mood global, ça dépend de comment on se sent ce jour-là. En général, en ce moment, moi, j'ai plus trop de stress quand je joue. Je ne peux pas te dire ça au début d'année parce que tout était nouveau pour moi et c'était impressionnant. Mais là, j'ai plus de stress. J'ai ce côté un peu de je sais pourquoi je m'entraîne toute la semaine. Et ce que j'ai à faire sur le terrain, c'est juste ce que je fais toute la semaine. Donc, il n'y a pas de raison de stresser. Mais il y a toujours cette petite adrénaline. On a envie de se donner, on a envie de faire quelque chose de bien pour le groupe, pour soi-même. Donc ouais, il y a une adrénaline, mais c'est pas un stress. Aujourd'hui, j'arrive plutôt bien à le gérer. Après, je te dis ça, peut-être que dans l'année prochaine ou quoi, à un match, je serais complètement stressée et je saurais pas l'expliquer. Mais il y a toute une dimension mentale, une préparation à se faire aussi, je pense. Et avant un match, c'est bien de se mettre dans une bulle, dans sa bulle, dans ce qu'on a besoin. Il y en a certaines, ça va être, je sais pas, de mettre la musique qui les rend fortes sur le moment. Il y en a, ça va être de se détendre et de souffler, de penser à sa respiration. Chacun a son petit truc qui fait qu'on se met dans notre élément au moment de commencer le match dans les meilleures conditions. Si à un moment tu commençais à être stressé, à plus trop savoir gérer, est-ce qu'au sein du staff de l'équipe, tu as des personnes qui sont là pour t'aider, je sais pas si vous avez des psychos, des préparateurs mentaux ou je sais pas? Alors ça, ce serait une possibilité. Aujourd'hui, dans mon équipe, on n'en a pas. Mais par exemple, on a testé, il y a de ça 2 semaines, on nous a fait tester de la photothérapie, donc une thérapie avec de la lumière, etc., pulsée, pour essayer d'apaiser l'esprit et la charge mentale qui monte tout le temps, essayer d'apaiser le cerveau. Donc, il y a des choses qu'ils ont mises en place. Après, en termes de staff, on peut toujours s'adresser au coach, on peut toujours s'adresser au coach adjoint. Mais je pense que dans ces moments-là, de toute façon, on a le groupe, en fait. On s'épaule les unes les autres aussi. C'est ça, un sport collectif, c'est de pouvoir compter sur certaines pour prendre quand ça va pas, mais c'est aussi beaucoup donner et aller chercher ces personnes qui sont en difficulté au moment T pour essayer de les remonter, quoi. On est ensemble dans le même bateau, donc il faut qu'on rame dans le même sens. C'est ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas de professionnels spécifiés, mais il y a vraiment tout cet esprit d'équipe où vous vous soutenez l'une entre l'autre et ça, il y a vraiment cet esprit de groupe pour votre bien-être. Oui, c'est ça. Après, je pense il existe des préparateurs mentaux, il existe des psychologues. Ce sera probablement plus au niveau professionnel qu'on va retrouver ça, parce qu'il faut que les clubs aient les moyens d'en prendre, en fait. Et sinon, après, ça revient à chaque joueuse de son côté prendre un préparateur mental sur ses frais. Chacune se prépare comme elle veut. Après, voilà, ça dépend. Qu'est-ce que ça te fait, toi, aujourd'hui, de dire que tu incarnes le rêve de certains ou certaines jeunes? Tu es semi-pro, mais c'est-à-dire que tu joues quand même très régulièrement, tu es payé pour jouer, tu t'entraînes tous les jours. Il y a des enfants, ou pas forcément des enfants d'ailleurs, hein, des gens qui viennent te voir, qui disent « Ah, ben, j'aimerais trop être comme elle »,
Qu'est-ce que ça te fait de te dire que tu incarnes un petit peu le rêve de certains garçons, certaines petites filles ou adultes ou ados, ne sais-je? Bah, c'est très drôle. Enfin, c'est pas drôle, mais c'est impressionnant parce qu'en fait, je suis personne. Je suis moi, Manon. Je joue au volleyball. J'ai grandi comme tout le monde. J'ai évolué comme tout le monde et j'ai eu une chance. J'ai saisi cette chance et c'est tout. En fait, j'ai vraiment pas l'impression d'être la personne dont tout le monde rêverait être à la place. Mais, mais je sais que c'est une chance et je sais que aujourd'hui, si je voyais la petite Manon de 5 ans ou de 10 ans qui commençait le volley et elle se serait jamais imaginée être là aujourd'hui. Et je sais que elle est fière. Elle est fière. Enfin, moi-même, je suis fière de moi en me disant que où j'en suis arrivée aujourd'hui, je n'aurais jamais pensé et je trouve ça beau. Donc voilà. Est-ce que en fin de match ou même pas en fin de match, tu as des gens qui viennent te demander des autographes? Alors oui, on a eu des enfants qui sont venus nous voir. On avait des petits cartons avec nos têtes dessus, notre numéro. Enfin, c'était impressionnant parce que pour moi, encore une fois, tout ça c'est nouveau. Et ils sont venus nous voir, ils nous demandaient des autographes. J'étais très gênée. Du coup, j'ai travaillé un autographe rapidement. Maintenant, j'écris Manon avec une petite tête de chat, c'est ma signature. Ça y est, pour les enfants, j'ai ma signature. Mais je trouve ça adorable, ça donne beaucoup de force. J'ai reçu des affiches aussi avec mon nom et t'es la meilleure. Enfin, je trouve ça vraiment trop, trop mignon. Ça m'a galvanisée, en fait. C'est impressionnant de voir que pour certaines personnes, on est quelqu'un alors qu'on est juste nous. Est-ce que, à contrario, ça t'est déjà arrivé d'avoir un peu des haters? Des gens justement pas cool, là on parle des trucs chouettes, des autographes, des trucs cool. Est-ce qu'à contrario, t'as des gens qui n'ont pas été cool, qui critiquent un petit peu la personne que t'es? Le fait d'être un peu famous, même si c'est du semi-pro, mais t'es un peu connu quand même, puisque t'es en tant que pro, et ben t'as l'envers du décor un petit peu. Est-ce que t'as déjà eu ça? Non. Viser sur moi-même, j'ai jamais eu de haters. J'ai pas eu de personnes qui disaient oh, elle est nulle, etc. Sortez-la, voilà. Mais je sais que j'ai déjà regardé et vu des commentaires sur certaines publications sur des personnes qui font partie de mon équipe et moi ça me plaît pas. Ça me met en rogne parce qu'en fait c'est des personnes qui regardent les matchs mais qui se rendent pas compte de l'implication du travail qu'il y a derrière, que on est des humains, on n'est pas des machines, qu'il y aura forcément des erreurs aussi. On peut pas être parfait constamment. Et oui, il y a des jours où on va être très bon et ça va être notre match. Et il y a des jours où on sera pas dans le match. Ça arrive. Et je pense qu'il faut aussi dissocier la personne et la joueuse à ce moment-là parce que il y a des commentaires qui attaquent réellement des gens alors qu'on est à ce moment-là, ça devient personnel, alors qu'il n'y a pas de raison de. C'est juste méchant et agressif, et je trouve ça vraiment pas cool. Bon, en tout cas, ce que je te souhaite, c'est que t'aies pas de haters. Sinon, t'envoies ton manager, moi, Okay. et je vais discuter avec les haters. Je leur dirais qu'il a fait 15 ans d'arts martiaux en plus, donc attention. C'est vrai, je le dis dans l'intro, c'est incroyable. Là, on parlait un petit peu des gens, des jeunes, des autographes. Est-ce que tu as déjà des recruteurs qui sont venus te voir pour essayer de te recruter, de te proposer un autre contrat ou ça t'est pas encore arrivé? Non, ça ne m'est pas encore arrivé. Mais après, il ne faut pas forcément non plus attendre que ça vienne d'ailleurs et aller le chercher nous-mêmes. Donc voilà, après, chacun fait un peu comme il veut. Mais aujourd'hui, j'ai été signée en fait comme 3e centrale. Donc sur le papier, pas beaucoup de temps de jeu. Voilà, mais je le savais parce que je passe 2 niveaux au-dessus de ma division. J'ai la chance et l'opportunité qui s'est présentée pour moi de pouvoir jouer beaucoup plus que prévu. Déjà dans la première phase de saison, mais dans la seconde phase, malheureusement, on a eu une blessure sur mon poste, ce qui fait que j'ai pu rentrer sur le terrain à ce moment-là, et aujourd'hui, j'y suis toujours. Mais on peut du coup plus me voir jouer, mais du coup, j'ai pas un profil de titulaire à la base qui pourrait intéresser directement des recruteurs. C'est à moi aussi d'aller démarcher et d'aller voir les clubs ou d'aller démarcher des agents et prendre
prendre connaissance un peu de ce qui se passe au niveau du mercato et de montrer mon profil en fait. Ouais, donc, mais ça fait encore un travail supplémentaire à faire, en plus des entraînements, en plus de la musculation, en plus des matchs, devoir en plus contacter des gens. Je suppose que ça, c'est pas gratuit non plus en plus. Bah si, ça Ah, c'est gratuit. Honnêtement, tu prends en contact assez rapidement et facilement dans le milieu du sport à partir du moment où tu as les noms sur les feuilles de match. Tu connais aussi les dirigeants des clubs, les noms des dirigeants des clubs, etc. Tu peux les contacter, c'est assez ouvert. Par contre, pour ce qui est des agents, tout ça, après, c'est pareil, il faut te renseigner. Mais c'est gratuit, tu peux prendre contact facilement. Après, si jamais tu t'engages avec quelqu'un, bah là, peut-être qu'il faudra payer. Si on prend ça, un c'est du agent, business. typiquement, voilà, c'est ça. Là, avec un an de semi-pro dans les jambes, avec des bobos malheureusement, mais quand même un an de semi-professionnalisme, c'est dur à dire. Qu'est-ce que cette expérience, elle t'a apporté et qu'est-ce qu'elle t'apporte encore? Est-ce que ça t'a fait grandir? Est-ce que tu as découvert un autre monde? Je sais pas. Alors oui, ça m'a fait énormément grandir, autant en tant que personne qu'en tant que joueuse, forcément. En tant que joueuse, j'ai appris à m'écouter, j'ai appris à connaître mes limites et essayer de les dépasser. J'ai progressé, j'ai aussi appris à gérer ma frustration, même si ça, j'ai encore beaucoup de travail dessus. Mais aussi en tant que personne, parce que à ce niveau-là, on rencontre des gens exceptionnels. Il y a des amitiés qui se forment. On se voit tous les jours. Donc forcément, il y a des petites tensions de temps en temps avec ça, avec des joueuses. Des tensions dans la villa. Exactement. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de complicité. On est... Le seul jour où on se voit pas, c'est le dimanche. Et encore, quand on est en déplacement, on se voit aussi le dimanche. Donc, on est tout le temps ensemble. C'est une petite famille. Et c'est génial de pouvoir apprendre de chacune, de l'expérience de chacune, que ce soit des jeunes comme des plus expérimentés, des plus âgés. Je ne fais pas partie de ces plus âgés. Mais c'est génial aussi parce qu'on rencontre des personnes qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrées dans notre vie. Au niveau amateur, on ne joue pas forcément avec des personnes étrangères. Là, j'ai eu la chance de pouvoir jouer avec une Américaine, avec une Trinidadienne et Tobago. Est-ce que tu sais placer Trinidad et Tobago sur une carte? Eh bien, j'ai été vérifiée, oui. Moi, j'en suis incapable. C'est en Amérique du Sud, c'est une petite île un peu dans le nord de l'Amérique du Sud. Donc voilà, ça a l'air très bien, c'est très beau, il y a du soleil, c'est paradisiaque. Mais du coup, ce sont des personnes qui parlent anglais majoritairement, et donc ça m'a aussi beaucoup fait travailler mon anglais, et je suis très fière de ça, je suis très très contente de ça, parce que j'étais pas très très forte. Mais aujourd'hui, on arrive bien à se comprendre, et on a une complicité aussi avec ces joueuses. Et puis, on a échangé des moments vraiment intéressants où on leur a, par exemple, partagé notre tradition de la galette des rois. On leur a expliqué. C'était génial. Et elle, de leur côté, par exemple, pour l'américaine, elle nous a fait vivre son Thanksgiving chez elle. Et donc, voilà, c'est des moments que j'aurais peut-être jamais vécu dans ma vie avant. Et là, je suis très reconnaissante de tout ça, en fait. Est-ce que tu as pu rencontrer aussi des personnes, donc là on parle de personnes qui viennent de l'autre bout du monde pour jouer avec toi, mais je suppose que ça t'a aussi fait rencontrer du staff, d'autres personnes, des fans ou je ne sais pas, peut-être d'autres personnes que tu n'aurais pas pu côtoyer. Ah oui, c'est une certitude. Le staff, bah, ce sont que des personnes que je connaissais pas. Moi, je suis partie d'un environnement que je connaissais bien puisque j'ai toujours été dans le même club au préalable. Tout est nouveau pour moi, mis à part le coach et une coéquipière qui venait aussi de mon équipe. On se connaissait, mais à part ça, tout était nouveau. L'environnement physique, la ville, les gens. Il fallait tout recommencer, le côté social, le côté pro, apprendre aussi ce que c'est les exigences de ce niveau-là en termes d'engagement sportif. Et du coup, oui, on a rencontré des personnes qui nous ont entourés, qui nous ont aidés toute cette saison. Et aussi des supporters qui nous ont suivis partout, qui ont été jusqu'à Nantes avec nous. Donc c'est trop bien. Si tu pouvais voir la petite Manon du CM2 qui commence le volley aujourd'hui avec toi, toi tes yeux de 28 ans et de semi-pro, qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette petite Manon? Je lui dirais d'arrêter d'avoir peur de tout,
de foncer. En fait, on n'a qu'une vie et que cette année, j'ai foncé. Ça arrive beaucoup plus tard, mais que j'ai aucun regret de l'avoir fait. Il y a des hauts des bas en termes de morale, en termes de physique, en termes de tout ça, mais en fait, l'expérience est tellement belle à vivre qu'il ne faut pas que tu aies de regrets, petite Manon de 12 ans, de 10 ans. Il faut que tu fonces, que tu fasses des choses. Ça ne marchera pas toujours, il y aura des erreurs, mais tu te relèveras et puis tu ressortiras grandi. Manon, merci d'être venue. Avec plaisir. Pour petit rappel, du coup, chaque épisode sort le premier samedi du mois. Si vous voulez venir à l'antenne pour raconter votre histoire extraordinaire, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram à Simple Podcast ou bien par mail à simplepodcast.contact@gmail.com. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite que de la joie, que du bonheur et que des bonnes écoutes de super podcasts comme celui-ci. Ouais, je me lance des fleurs, c'est comme ça, je suis un peu arrogant sur les bords. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et à très bientôt. Allez, bye bye!